Madame, Monsieur, bonjour. Il est 13h sur RTI 1 et partout en Côte d'Ivoire. Heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'information. Voyons ensemble les titres de ce journal. 23 morts et 9 blessés. C'est le bilan de l'accident survenu sur l'axe Soubré-Gagnoa ce week-end. Un drame qui a suscité la compassion du gouvernement ivoirien et la ministre Miss Belmondo Dogo était auprès des survivants et des familles des victimes décédées qui seront d'ailleurs inhumées ce mardi. On en parle dans ce 13h. Le lancement ce mardi à Yamoussoukro du Forum de la diaspora ivoirienne, un événement organisé par le Sénat de Côte d'Ivoire qui devrait mobiliser au moins 2500 participants sur 2 jours. C'est une rencontre dont l'objectif de mobiliser les compétences et les ressources des Ivoiriens de l'étranger en faveur du développement de la Côte d'Ivoire. Et puis cette autre actualité que nous verrons dans ce journal, la politique ivoirienne de restauration des terres à grande échelle avec le premier segment sur l'évaluation de l'impact sur les jeunes et les femmes de 112 projets en cours dans les différents districts du pays après 2 années de mise en œuvre du Abidjan Legacy Programme. Dans ce 13h, ce grave accident de la circulation sur l'axe Soubré-Gagnoa qui a coûté la vie à au moins 23 personnes. Elles seront toutes inhumées ce mardi à Gagnoa. Ce drame a aussi fait 9 blessés qui sont pris en charge par les services de santé. Les familles de victimes ont reçu le soutien du gouvernement ivoirien par le ministère de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté. On en parle dans ce récit de Godefroy Okambawa et de Michel Mambo. Selon les témoignages, c'est aux environs de 19h de ce dimanche 10 novembre qu'un mini-car avec à bord des personnes qui rentraient de mariage de Mayo est rentré en collision frontale avec un autre d'une compagnie de transport. 23 morts et 9 blessés pris en charge au CHR de Gagnoa. La majorité des personnes décédées est d'origine burkinabé selon le consul général du Burkina Faso à Soubré. Informée, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondo Dogo, est allée sur les lieux pour exprimer la compassion du gouvernement aux familles des victimes. C'est l'occasion pour moi de saluer les efforts qui sont consentis, remercier M. le préfet de région pour tout ce qui a été fait, l'ensemble des acteurs qui se sont mobilisés pour prendre en charge vraiment les blessés et remercier également la mairie qui a pu en tout cas déterminer un espace pour l'inhumation. Nous remercions en tout cas Madame le ministre et à travers elle l'ensemble du gouvernement ivoirien. Nous avons adressé les mots de compassion au consul et aux représentants des Burkinabés à Gagnoa. Nos mots de compassion à la chefferie du Bognois qui accueille nos frères burkinabés dans ce village-là. Nos mots de compassion à toute la communauté burkinabé vivant en Côte d'Ivoire. Le gouvernement se devait d'être à côté de cette communauté sœur pour l'aide du Yako, ce que nous avons fait ce jour au nom du président de la République. À la suite de cette visite, la ministre Belmondo Dogo a offert la somme de 3 millions de francs CFA pour l'inhumation des personnes décédées. Sur ce sujet, je vous donne lecture de ce communiqué du ministère des Transports qui annonce aussi le dimanche 10 novembre 2024, un accident mortel de la voie publique a eu lieu aux environs de 19h sur l'axe Soubré-Gagnoa. L'accident impliquant un autocar, un mini-car de transport public de voyageurs et un motocycliste a fait de sources concordantes 21 tués et une dizaine de blessés évacués et pris en charge aux urgences du CHR de Gagnoa. Le ministre du Transport exprime les sincères condoléances du gouvernement aux familles des victimes décédées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Pour les suites appropriées à donner à cet accident de la voie publique, le ministère a instruit ses services compétents, notamment le bureau enquête, analyse, accident, à dépêcher une équipe en urgence sur les lieux en vue de recueillir les données et informations techniques pour aider à faire toute la lumière sur les circonstances de cette tragédie au lourd bilan humain
et matériels. Le ministre des Transports, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de sécurité routière, a adopté le 7 juillet 2021, réaffirme l'engagement et la détermination du gouvernement à lutter contre toute forme d'incivisme routier en retirant de la circulation les chauffeurs indélicats sans préjudice des poursuites pénales auxquelles ils s'exposent. Il invite l'ensemble des usagers de la route à plus de vigilance dans la circulation routière en observant les règles du code de la route, notamment en étant prudents lors des dépassements et en adaptant leur allure aux différentes limitations de vitesse prévues. Stop à l'incivisme sur les routes. Nous partons sur cet autre sujet, la 29e conférence des parties sur les changements climatiques qui a démarré hier à Bakou en Azerbaïdjan. Elle se tient jusqu'au 22 novembre prochain. Les pays travaillent déjà à définir leurs nouveaux engagements climatiques nationaux et également nommer des contributions déterminées au niveau national qui devront être communiquées d'ici 2025. Mais on le voit sur ces images aussi, l'arrivée du vice-président de la République, Tiemoko Meliekone, à Bakou en Azerbaïdjan. Il représente donc à cette COP29 le chef de l'État Alassane Ouattara, donc une convention dans le cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Convention qui s'est ouverte hier. Le vice-président de la République a été accueilli à son arrivée. On le voit sur ces images par les hautes autorités azerbaïdjanaises, des membres du gouvernement ivoirien et l'ambassadeur ivoirien sur place. L'enjeu principal de cette COP29, on le rappelle, est de parvenir à fixer un nouvel objectif d'aide climatique des pays riches en faveur des pays en développement afin qu'ils puissent poursuivre leur progrès tout en réduisant leurs émissions de gaz à effet de serre pour s'adapter au changement climatique. Le vice-président ivoirien participera dans cette matinée, donc aujourd'hui, à l'ouverture solennelle d'un sommet mondial sur le climat. Il prendra aussi la parole cette journée au nom du président de la République lors d'une première journée du segment de haut niveau réservé aux déclarations nationales des chefs d'État et de gouvernement. Et en marge de ces travaux, il devra aussi rencontrer plusieurs personnalités et des dirigeants de la finance mondiale. L'autre actualité de ce journal, c'est la politique ivoirienne de restauration des terres à grande échelle qui réunit acteurs gouvernementaux, partenaires économiques et financiers autour du Abidjan Legacy Programme. Ce premier segment sera centré sur l'évaluation des engagements. On en parle avec Générosa Kwadio et Abou Sanogo. C'est une rencontre qui inclut des représentants du ministère sectoriel, partenaires techniques et financiers et des acteurs du Legacy Programme. Le Legacy Programme est un accélérateur de développement durable et de transformation agricole. Nous sommes déjà présents sur le terrain avec des financements relativement importants, avec 112 projets dans toutes les régions du pays. Il y a près de 300 000 personnes, des agriculteurs en particulier, qui ont vu leurs conditions de vie s'améliorer. Le bilan à mi-parcours nous permet de dire que nous sommes sur la bonne voie en termes d'atteinte des résultats de notre programme, mais surtout aussi en termes d'impact. Dans la vision de la transformation structurelle de l'économie ivoirienne, beaucoup a été fait. C'est un programme extrêmement important pour le président de la République qui compte, à travers cet ancrage institutionnel, veiller à sa mise en œuvre et à son succès. Identifier les défis qui restent à surmonter. Ces orientations seront essentielles pour pérenniser l'impact de l'ALP et assurer à ses bénéficiaires les gains attendus par l'État de Côte d'Ivoire. Pour accomplir toutes les réalisations pensées par le Legacy Programme, plusieurs partenaires techniques et financiers sont à la baguette, dont la Banque mondiale qui réaffirme son soutien. Le portefeuille d'investissement de projets représente à peu près 2 milliards de dollars sur la période 2018-2028 qui vont contribuer directement à l'atteinte des objectifs d'Abidjan Legacy Programme. Depuis son lancement en 2022, ce programme a permis à 6 millions d'Ivoiriens d'augmenter leurs moyens de subsistance. La recherche de solutions se poursuit, des solutions durables pour venir à bout des changements climatiques. Autre rencontre pour les mêmes enjeux, ESG Connect Africa 2024. Pour la première édition, l'ambition est de vulgariser la stratégie climatique et la décarbonation. Jean-Michel Kwadio et Godefroy Okambawa. D'ici à 2030, les coûts annuels des impacts climatiques pourraient atteindre 3% du PIB africain, selon une étude.
La baisse de la production agricole ou encore les dégâts liés aux infrastructures sont entre autres les causes de cette possible perte. Face à cette menace grandissante, un comité d'experts réuni à l'occasion de l'ESG Connect Africa 2024, un forum dédié au climat, planche sur les pistes de solutions. Et donc la conférence d'aujourd'hui réunit des acteurs du secteur privé, du secteur public pour trouver des solutions et surtout aussi voir les éléments de financement parce que pour consommer et produire de l'électricité verte, il faut investir. Il faut investir sur les installations éoliennes, sur le solaire. La bonne nouvelle, c'est que l'Afrique a là en termes de capacité et même peut produire pour alimenter l'ensemble du monde sur des énergies telles que l'hydrogène. Réduire les émissions de gaz à effet de serre pour pouvoir saisir les opportunités et devenir les acteurs de ce marché de demain, sur les énergies renouvelables, sur la forêt, sur la mangrove, sur la séquestration de CO2, sur l'adaptation. C'est créer les infrastructures qui vont permettre à la Côte d'Ivoire d'être plus résiliente. C'est créer des nouvelles techniques agricoles. Au cœur de cette rencontre, stratégie climat et décarbonisation, enjeux et perspectives. Et on change de cadre, mais de sujet également. On parle de développement économique avec le premier forum de la diaspora ivoirienne qui s'est ouvert aujourd'hui à Yamoussoukro. L'objectif est de renforcer les liens entre la diaspora ivoirienne et la Côte d'Ivoire pour un développement durable et harmonieux du pays. Le haut représentant Gilbert Kafana Koné est au nom du président de la République, aux côtés de la présidente du Sénat, Kandia Kamisoko Kamara. Il est accompagné de plusieurs présidents d'institutions. Pour l'ouverture de ce forum, la diaspora ivoirienne est venue des 4 coins du globe de la Terre. 2500 participants sont attendus à cet événement dont le compte-rendu complet de cette cérémonie d'ouverture vous sera proposé au cours de nos prochaines éditions. Une pensée à présent pour toutes ces personnes qui souffrent d'insuffisance rénale. Le processus d'épuration du sang se révèle coûteux et dans la commune de Treichville, la municipalité décide de mettre à disposition des dialysés des kits spécifiques. Le témoignage de Yves Niazalé et Régis Kofi et Audrey témoignant. En Côte d'Ivoire, on dénombre 12 000 nouveaux cas chaque année. Selon le Centre national de prévention et du traitement de l'insuffisance rénale, pour chaque séance de traitement, le patient doit débourser la somme de 1 750 francs CFA. Cet acte du maire de Treichville sonne donc comme un soulagement. Pour nous, dialysés de Treichville, ces kits représentent bien plus que des équipements. Ils sont des outils de survie, une amélioration de notre qualité de vie. Des kits médicaux destinés aux patients atteints d'insuffisance rénale. Ce geste du maire de la commune de Treichville, Albert François Amicia, pour soutenir les patients. Il ne se passe pas un mois sans que nous ne fassions une campagne de dépistage, de sensibilisation, et vous nous aidez, avec l'appui de structures privées, à aller vers nos populations. Là aussi, remercier la population qui répond avec de plus en plus de présence à ces séances de dépistage et de sensibilisation. Pour l'insuffisance rénale qui détruit les reins et oblige à être dialysé pour continuer à vivre, si nous nous mobilisons, nous pouvons avoir moins de 500 nouveaux cas. Cette remise de kits médicaux aux personnes atteintes de l'insuffisance rénale est une tradition dans la commune. Le coût global de ces kits de dialyse est estimé à 7 millions de francs CFA. La Confédération nationale des établissements sanitaires à base communautaire de Côte d'Ivoire célèbre ses 30 années de service. Une célébration pour rendre aussi hommage à tous ces pionniers qui ont œuvré à la création de la plateforme Santé Abidjan, qui profite aujourd'hui à des milliers de patients dans le Grand Abidjan. Suivant ce reportage de Issa Chonayeo. Après 30 années d'exercice au service de la santé communautaire dans le Grand Abidjan, la Confédération nationale des établissements sanitaires à base communautaire de Côte d'Ivoire, Sénat-ESCOM, célèbre ses travailleurs et partenaires pour la qualité de leur contribution dans le fonctionnement de l'ensemble des ESCOM dans la ville d'Abidjan. Un 30e anniversaire marqué par des témoignages et des encouragements. Vous savez que dans nos ménages, nous n'avons pas un budget pour la santé. C'est ainsi, plaît à Dieu.
Et quand l'État de Côte d'Ivoire, avec des partenaires, construit ces structures de proximité et que 30 ans, ces structures-là sont très développées, la coopération française a apporté un appui de 2,5 milliards pour que nous soyons à l'intérieur du pays. Nous sommes heureux et c'est ce moyen que nous avons fait à la manière africaine, venir en même temps avec eux, devant la population, leur dire merci. Si les établissements sanitaires à base communautaire ont émergé dans le Grand Abidjan, c'est grâce aux pionniers et à l'appui important des bailleurs de fonds à qui un hommage mérité a été rendu par le Sénat et l'Assemblée nationale à travers leurs différents représentants. Maintenant, la présidente du Sénat est admirative devant l'expansion significative des établissements de santé communautaire en l'espace de 30 ans. Vos initiatives constituent un appui substantiel aux efforts entrepris par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et le gouvernement afin de rapprocher les populations des centres de santé. Depuis leur création en 1991, les ESCOM, établissements sanitaires à base communautaire, comptent 40 centres de santé installés dans plusieurs communes d'Abidjan. En 2023, c'est au moins 1 500 000 consultations et plus de 500 000 accouchements qui ont été enregistrés dans ces centres de santé communautaires plus proches des populations. Et je vous donne lecture de cette déclaration de la plateforme des syndicats et de l'intersyndicale des agents des collectivités territoriales à la suite de l'audience accordée par le général de corps d'armée Vagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, à son cabinet le 11 novembre 2024. Des revendications donc ont été prises en compte selon ces déclarations. Il s'agit notamment du paiement des mesures sociales contenues dans les budgets avant la fin de l'année 2024. Un arrêté interministériel en cours de signature viendra régler définitivement cette question. Autre point pris en compte, il s'agit du paiement des indemnités de départ à la retraite selon le mode de gestion intérieur. À compter donc de cet instant, cette plateforme lève le préavis de grève, un préavis de grève qui est suspendu et qui invite donc tous ses membres à demeurer à leur poste. La Côte d'Ivoire est engagée dans la recherche de mécanismes pour assurer sa sécurité alimentaire. Récemment, il s'est tenu ici à Abidjan un business forum pour mettre en exergue les enjeux liés au secteur du vivrier. Un moment d'échange avec les partenaires techniques et financiers. On le voit dans ce reportage. Un business forum pour renforcer la sécurité alimentaire et assurer l'autonomisation des femmes dans le secteur du vivrier. Une étape cruciale vers l'inclusion économique et le développement durable. J'ai déjà passé du temps au sein de ces marchés de proximité. Je vois une véritable amélioration, mais aussi le digital, parce qu'on sait que l'avenir et la protection des femmes, c'est aussi dans le digital, la protection au niveau de les paiements qui sont sécurisés, des acheteurs fiables. Au menu des échanges, les meilleures pratiques pour soutenir le secteur. Former ces femmes-là aux techniques nouvelles de commercialisation, aux techniques nouvelles de conservation, faire en sorte que désormais les marchés ivoiriens soient suffisamment approvisionnés en produits de qualité et surtout à des prix qui soient accessibles. Un projet cofinancé par l'Union européenne. C'est très clair que le secteur vivrier est crucial pour le PIB, mais aussi pour la sécurité alimentaire de la population. Et donc nous sommes très contents, très fiers de pouvoir renforcer ce secteur dans lequel nous sommes présents déjà depuis 2016, mais nous avons décidé en 2022 de renforcer encore. Secoué par de nombreux défis tels que les changements climatiques, l'accès au financement et la modernisation des outils pour accroître les productions, le ministre du Commerce, de l'Industrie appelle le secteur privé à investir dans la chaîne de valeur du vivrier. Nous félicitons l'initiative de ce partenariat entre Lady Agri et l'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers qui va apporter un plus en ce qui concerne l'accessibilité et la disponibilité pour que ce secteur de la production du vivrier et de la commercialisation des produits vivriers soit un secteur qui soit également pourvoyeur d'emplois. Le Business Forum de la fourche à la fourchette, SAFAF, permettra d'asseoir les bases du développement de la chaîne du secteur du vivrier à travers des initiatives innovantes.
Le secteur du vivrier qui est porté en Côte d'Ivoire majoritairement par les femmes dans le secteur rural. Et ces femmes sont mises en avant dans le cadre de journées spécifiques, les journées des femmes rurales, la Kwasi Blekro. C'est dans la région de Gbeke, un événement sur le thème entrepreneuriat, vecteur de résilience des femmes en milieu rural. Laure Goretti et Charles Tatou nous disent plus. 7e édition de la journée des femmes rurales à Kwasi Blekro dans la région de Gbeke. Une célébration placée sous le thème entrepreneuriat, vecteur de résilience des femmes en milieu rural. Une activité du réseau des associations de femmes actives, RAFAR. Nous avons mené ces journées sur 3 jours. Nous avons procédé à la formation de nos membres et nous avons formé nos femmes pour les encourager. Le RAFAR est venu jusqu'à Kwasi Blekro pour encourager ces femmes rurales, parce que n'oublions pas qu'elles sont les incubatrices de tout développement. À travers ces journées, dites journées RAFAR, plusieurs femmes ont été instruites sur les techniques culturelles afin de mieux développer leurs activités. Nous sommes des femmes rurales, c'est vrai. Nous sommes aussi des transformatrices. Cette formation nous a édifiés. Aujourd'hui, on confond nos poches et la poche de l'entreprise. Et c'est 2 choses qu'on doit dissocier. Nous avons beaucoup appris, des choses qu'on ne savait pas, qu'on a su. Et je crois qu'au sorti de cette formation, nous allons mieux faire pour avoir plus de production. Le RAFAR a été créé en septembre 2012 avec pour objectif de soutenir l'autonomisation des femmes. Dans l'espace donc des initiatives locales, on enregistre ce colloque international de portée sur l'agriculture durable et la santé alimentaire. Il est organisé à l'Université Polytechnique de Yamoussoukro. Sam Conan nous en dit davantage. Agriculture durable et sécurité alimentaire, c'est le thème du 2e colloque international organisé par l'Université de San Pedro. L'Université de San Pedro, qui en sa 4e année, a pour objectif justement d'aborder les problématiques qui concernent à la fois la région, mais surtout le pays. Et la question de l'alimentation, qu'elle soit au niveau sécuritaire ou au niveau nutritionnel, est une donne importante qu'il faut privilégier. Et nous souhaitons que nos jeunes gens que nous formons, au lieu d'aller s'adonner à des pratiques où ils perdraient la vie dans le désert ou en mer, qu'ils comprennent que l'agriculture est une opportunité qu'ils doivent saisir. Saisir l'agriculture comme une opportunité, cela demande qu'on la réinvente. On a tué toutes nos forêts, mais on va faire l'agriculture comment s'il n'y a pas de terre. C'est le challenge qu'on lance aux étudiants. Ils doivent inventer la nouvelle agriculture, celle qui permet d'utiliser le minimum d'espace pour produire le maximum. Un défi qui n'est pas loin d'être relevé par ces étudiants bien formés. Avec les pratiques modernes, les machines agricoles, l'utilisation des intrants, voilà, on peut maximiser nos produits sur de petits espaces. Je peux utiliser par exemple le drone pour faire l'irrigation. Une agriculture durable, déjà il faut adapter des techniques. Aujourd'hui à partir des drones, c'est-à-dire que tu peux être même à la maison, tu sais déjà ce dont les plantes ont besoin. Après le premier colloque international avec comme thème tourisme et altérité, l'Université de San Pedro remet le couvert avec ce 2e colloque international. À présent, cette remise de kits scolaires à des élèves dans une école primaire de Yopougon. Le reportage de Yves Niazalé, Sidonie Davila et Dick Kevin. Dans le quartier de Ouassakara, au cœur de la commune de Yopougon, 40 élèves sourds du primaire de l'école ivoirienne pour les sourds, E6, bénéficient de kits scolaires, une initiative de l'ONG Soutra, dont l'objectif est d'apporter un soutien et un réconfort à ces élèves ainsi qu'à leurs familles. Étant voisin de cette école, pourquoi pas ne pas venir visiter? C'est pour ça que nous avons décidé l'année passée, venir avec les mains chargées, les kits scolaires, pour venir donner ça à nos semblants, nos enfants, vraiment qui ne parlent pas, pour les soutenir dans les années scolaires. Face à ce geste de portée sociale, les bénéficiaires expriment leur reconnaissance. Ces kits scolaires sont vraiment les bienvenus parce qu'il y a des parents qui n'ont pas encore pu
acheter les fournitures de leurs enfants. Et donc ces kits vraiment seront partagés à ces enfants-là. Vraiment, on dit merci. Au nom de tout le monde, on dit merci à l'ONG. Le kit reçu par chacun des élèves contient un sac, des stylos, des ardoises, des cahiers, ainsi que des outils nécessaires pour bien démarrer l'année scolaire. La révision de la liste électorale se poursuit sur l'ensemble du territoire ivoirien. Et dans la région du Hambol, on voit le président du conseil régional qui investit le terrain pour mobiliser les populations à s'inscrire sur ces listes. Le témoignage de Gervais Kouassi et Kader Sogodogo. C'est dans une ambiance, dans la pure tradition djimini, que le président du conseil régional du Hambol, le ministre Ibrahim Khalil Konaté, est accueilli à Niéméné. Il est présent dans le cadre d'une sensibilisation des populations à la réussite de la révision de la liste électorale. Des populations sorties massivement pour écouter son message, qui d'ailleurs n'ont pas tardé à joindre l'acte à la parole. La révision permettra à tous les Ivoiriens de pouvoir participer à l'élection et choisir le candidat de leur choix. Nous sommes prêts à l'aider. Et notre manière de l'aider, c'est de faire de porte en porte. Nous demandons à ceux qui ne sont pas encore inscrits de venir s'inscrire, s'enrôler sur la liste électorale. Le ministre Ibrahim Khalil Konaté, président du conseil régional du Hambol, insiste sur la nécessité pour toutes les personnes en âge de voter d'être présentes sur la liste électorale. Le travail se passe très bien. Il y a quelques aménagements à faire pour qu'on atteigne les objectifs. Le ratio normal serait qu'on ait un tiers de la population de la région du Hambol qui soit électrice, et qui soit donc inscrit sur la liste électorale, c'est-à-dire environ 203 000 électeurs. Mais nous sommes aujourd'hui encore à 148 174 électeurs. Nous pensons pouvoir atteindre 180 000 électeurs à la fin de cette opération. Donc j'ai bon espoir qu'avec ces tournées pour booster l'opération sur le terrain, on pourrait donc atteindre ces objectifs. Ce sont 40 000 votants en prévision qui sont attendus dans les centres d'enrôlement dans la région du Hambol. Nous rendons dans la région de Gbeke où le CAFOP fait la promotion de la lecture et des échanges autour des œuvres littéraires auprès des élèves maîtres. Et pour cette édition donc des matinées littéraires, le livre « Le patriotisme au service d'une nation » est choisi. Il est écrit par Constant Kouassi. C'est une œuvre qui retrace des initiatives du président de la République Alassane Ouattara en faveur du progrès national. Williams Kakou et Soro Corona. Cadre d'échange et de promotion de la littérature. Les matinées littéraires initiées par le CAFOP 1 de Bouaké visent à vulgariser la lecture auprès des maîtres élèves du CAFOP. En plus de l'art d'enseigner que nous apprenons, mais il est bon aussi que nos élèves soient pétris de culture, de connaissances littéraires notamment, avant d'aller sur le terrain. Pour la deuxième édition de cette rencontre, une œuvre à l'honneur, le patriotisme au service d'une nation. Cet ouvrage de Constant Kouassi relate les actions du président Alassane Ouattara et de son équipe depuis son accession à la magistrature suprême du pays. Cet ouvrage a été écrit pour encourager nos autorités et nous les invitons à œuvrer pour la grandeur de notre pays. Soyons responsables pour une école de qualité, ça nous appelle au patriotisme. Respecter la hiérarchie, faire en sorte que tu sois à l'heure et donner le bon savoir aux enfants. À travers ce matinée littéraire, les participants sont encouragés à cultiver davantage l'amour de la lecture. Cette rencontre, qui se veut désormais un cadre incontournable, permet aux élèves maîtres d'affirmer leur réflexion critique. L'actualité internationale à présent qui nous emmène en Haïti où le nouveau Premier ministre intérimaire a prêté serment après plusieurs mois de vide institutionnel et alors que de nouvelles violences ont éclaté dans la capitale Port-au-Prince. Alix Didier Fils-Aimé a pris ses fonctions de chef de gouvernement intérimaire pour s'atteler aux défis urgents auxquels le pays fait face sur les plans sécuritaires et humanitaires. Le gouvernement intérimaire, on le rappelle, a été nommé par le Conseil institutionnel de transition qui a été mis en place avec
avec l'appui des puissances étrangères. L'ancien président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti, le nouveau Premier ministre intérimaire, a promis de rétablir la paix dans cet État qui est sous le contrôle de près de 200 gangs violents qui kidnappent, rackettent et tuent impunément sur la presque majorité du territoire haïtien. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce 13h. Ce soir à 20h, vous avez rendez-vous avec Marie-Laure Ngoran. Je vous souhaite un bel après-midi sur RTI 1 et à demain 13h.